viennent au niveau du secteur sanitaire du GIA. Donc il faut vraiment parler de ces polytraumatisés parce que c'est des urgences qu'on a souvent, on continue malgré que ce soit un problème de santé publique, on les reçoit tous les jours au niveau de nos gardes, au cours de nos gardes. Voilà, nous allons adopter donc, pour ce faire, on va adopter le plan suivant. On va définir ce qu'est un polytraumatisé, quel est l'intérêt à parler aujourd'hui de ces polytraumatisés, quels sont les principes de la prise en charge, qu'est-ce qu'on va faire à ces polytraumatisés sur les lieux de l'accident, autrement dit une prise en charge préhospitalière, et quelle sera leur prise en charge en milieu spécialisé, et enfin on va faire une conclusion. Donc on va définir, on va dire qu'un polytraumatisé c'est un patient qui a au moins 2 lésions, dont l'une d'elles menace le pronostic vital ou fonctionnel, soit à court terme, soit par elle-même, soit par leur association. Donc, ce polytraumatisme, c'est un problème de santé publique. C'est une des causes, la première cause de mortalité chez les jeunes. Elle représente 50% des cas de décès sur le lieu de l'accident. On a cité ce pourcentage qui paraît énorme parce que beaucoup de décès auraient pu être évités. 27% de ces décès auraient pu être évités. C'est la prise en charge, la première heure, c'est-à-dire sur le lieu de l'accident, a été correcte, c'est-à-dire qu'on a pu au moins faire les premiers gestes pour les défaillances respiratoires, neurologiques et hémodynamiques. Il faut savoir que 30% de ces décès surviennent 12 heures suivant la naissance à l'hôpital et 20% malgré tout de décès dans les jours ou dans les semaines qui suivent l'accident. Voilà le principe de la prise en charge. Alors, il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a la règle de 5 x 3, c'est-à-dire que dans cette prise en charge, on a 3 principes de la prise en charge, 3 étapes de la prise en charge, 3 détresses vitales à essayer quand même de juguler, 3 examens radiologiques de base et 3 conduites pratiques en fonction du degré de risque. Quels sont les 3 principes de la prise en charge? D'abord, chez ces polytraumatisés, ils ont souvent, comme leur pronostic vital est souvent engagé, donc il ne faut pas perdre de temps, il faut être efficace, il faut être rapide, qu'ils ont souvent des lésions qui sont multiples, il faut les reconnaître, et que la prise en charge doit être codifiée et hiérarchisée en tenant compte de l'évolution des lésions. Les 3 étapes de la prise en charge, on a la phase préhospitalière, c'est sur l'endroit de l'accident, à la fois la prise en charge, la phase hospitalière et bien sûr la phase thérapeutique spécifique. Alors les 3 détresses vitales, c'est la détresse hémodynamique, c'est le choc hypovolémique, la détresse respiratoire et la détresse neurologique. L'examen radiologique de base, c'est d'abord un cliché thoracique, c'est une échographie soit au lit du malade, la face écho, soit dans le service de radio, et faire un bassin de face. Mais actuellement, bien sûr, c'est le body scan qui est le gold standard dans le bilan lésionnaire. Cependant, il y a une chose, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel matériel, donc il doit être vérifié et adapté. Et l'évaluation qu'on va faire à ce malade doit être permanente, le monitoring doit être continu. En travaillant, il faut essayer de s'organiser, de communiquer, parce que de l'organisation des soins va dépendre le pronostic vital. Il faut surtout connaître ses limites, ne pas faire n'importe quoi. Quand on ne sait pas faire une chose, on ne la fait pas, même si c'est pour faire plaisir, mais on ne fait pas. On connaît ses limites, parce que parfois les gestes qui sont mal orientés feront plus de mal que de bien. Il faut que tout ce qu'on passe à ce malade comme produit, comme transfusion, comme produit spécifique doit être tracé. Donc la traçabilité, elle est obligatoire. Et que le transport d'un polytraumatisé ne peut pas se faire dans une voiture ou n'importe comment, il doit être médicalisé. Et surtout, n'essayez pas d'aller envoyer ce polytraumatisé dans l'hôpital, à un hôpital plus loin parce qu'il y a plus de spécialistes, mais plutôt la première chose à faire, c'est de l'évacuer vers l'hôpital le plus proche.
Les 3 conduites à tenir, bien sûr, après un accident, soit le malade il est en détresse extrême, soit il a été en état précaire, mais après les premiers soins, il s'est stabilisé, soit il n'y a pas de détresse vitale, mais mettant en jeu le pronostic vital. Il n'y a pas de pronostic vital, n'est pas mis en jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant la période préhospitalière? Alors, pendant la période préhospitalière, il faut savoir que cette période préhospitalière ne doit pas être longue. Et d'abord, sur place, on va essayer de faire le score de triage, le score vital. Il faut surtout rapidement voir le mécanisme, la violence du mécanisme, essayer de voir l'état neurologique par le score de Glasgow, voir l'âge et surtout si le sujet âgé et chez l'enfant et la femme enceinte, quand même c'est des situations particulières, et voir s'il est en état de choc ou pas, en prenant donc la pression artérielle. Quel est le but de cette prise en charge? D'abord, la première des choses, c'est d'essayer d'identifier la détresse vitale et de réaliser les gestes adaptés, faire rapidement un bilan lésionnel, de décider, une fois que le malade est mis en condition de l'évacuer, et surtout de poursuivre le traitement pendant le transport. Pendant cette phase préhospitalière, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, avant de toucher au malade, il faut une asepsie. Donc, il faut qu'il soit une asepsie rigoureuse, il faut avoir les mains gantées, afin de se protéger et de protéger la victime. Il faut essayer d'alerter le secours, la protection civile, de secourir le malade en faisant attention quand on le mobilise à son registre. Il faut savoir que tous les gestes qu'on fait dans la première heure vont conditionner le pronostic vital de ce polytraumatique. Donc, au cours de cette phase préhospitalière, qu'est-ce qu'on va faire alors? D'abord, ce qu'on peut faire, c'est de placer un collier cervical en laissant libre la trachée élevée sous du cou, la trachée parce qu'on risque de faire une trachéotomie ou de prendre une voie veineuse centrale, de libérer les voies aériennes supérieures, soit avec une canule, soit intubation si elle est nécessaire, de prendre une voie veineuse pour le remplissage. On va immobiliser une fracture. On va poser un garrot en notant l'heure si l'hémorragie externe est du moment. Penser désinfecter provisoirement les plaies. Lutter contre l'hypothermie avec une couverture chauffante. Oxygénothérapie et un matelas à coquille si on suspecte une fracture. S'il y a des signes neurologiques en faveur d'une fracture du rachis. Et surtout, il faut un transport rapide et efficace. La période de la prise en charge à l'hôpital. Alors, la prise en charge à l'hôpital, quels sont ses buts? Le but, c'est de poser les indications opératoires d'urgence, de faire un body scan, de réévaluer le patient et d'adapter une réanimation et de diagnostiquer et traiter les détresses vitales. Donc, le malade doit être placé dans une salle de déchauffage dotée de toutes les commodités, scope, radio, écho, déshabiller le patient et faire un examen complet, évaluer la gravité par les critères de vitesse, sécuriser la sonde d'intubation et les voies d'abord, remplissage vasculaire, mettre une sonde gastrique, une sonde urinaire, l'oxygéner, faire un bilan d'urgence qui va comporter un bilan préopératoire, un groupe sanguin, la gazométrie, l'alcoolémie, toxicologie, les bêta-acylés, c'est une femme, bien sûr, bilan hépatique et bilan d'hémostase. On peut aussi être amené à réduire et à immobiliser une fracture en attendant qu'il soit opéré, de drainer un hémothorax ou un pneumothorax suffocant, de donner des antalgiques, des antibiotiques, de faire une sédation, voire même une terrorisation pour traumatiser le crâne et contacter le réanimateur, le chirurgien, le radiologue et surtout vérifier que le bloc opératoire est disponible. Et à cette phase hospitalière, bien sûr, les scores de gravité que l'on va celui qu'on va détailler un peu, c'est celui de tête. Donc, il va prédire la mortalité et ces scores de gravité servent souvent à trier les patients pour voir le degré de la gravité du traumatisme. Le critère de Vittel, voilà, il comporte 5 critères. Et il suffit, dans ces 5 critères, il suffit qu'il y en ait un, on dit qu'un critère suffit à caractériser la gravité du traumatisme. Bien sûr, physiologiquement, on va parler de l'état neurologique avec un score de Glasgow.
voir la pression artérielle, donc le score de télescopie est inférieur à 13, la tension artérielle inférieure à 9 et la saturation d'oxygène inférieure à 90. Les éléments cinétiques qui vont nous donner la sévérité du traumatisme, est-ce que le malade a été éjecté ou écrasé, ou le nombre de décès dans le véhicule, est-ce que le malade a été projeté à une certaine distance, est-ce qu'il y a l'importance de la déformation du véhicule, la vitesse affichée, est-ce qu'il y a la ceinture de sécurité ou l'airbag, ou le malade est victime du blast. Les lésions anatomiques, c'est toutes les lésions de la tête, du thorax, de l'abdomen, les dévolés thoraciques, les fracas du bassin, les amputations, les sections de moelle. La réanimation préhospitalière sur le lieu de l'accident. Est-ce que le malade avait nécessité une ventilation assistée? Est-ce que pour maintenir une tension stable, on a dû utiliser plus d'1 litre de remplissage d'un litre de colloïd? Est-ce qu'on a, pour maintenir son état hémodynamique, on a utilisé des catécholamines? Est-ce qu'on a gonflé le pantalon anti-choc? Bien sûr, le terrain est important chez le sujet de plus de 65 ans et chez les enfants. L'insuffisance cardiaco-coronarienne, l'insuffisance respiratoire, surtout les grossesses au deuxième, troisième mois de troisième trimestre de grossesse, et le patient porteur de troubles de la classe sanguine. Donc, au cours de cette prise en charge hospitalière, bien sûr, l'interrogatoire sera plus poussé, soit des parents, soit des témoins, qui vont nous renseigner sur le mécanisme, sur les antécédents de ce blessé, le délai de prise en charge entre l'accident et l'heure de l'arrivée à l'hôpital, l'examen clinique initial et les traitements reçus sur le lieu de l'accident, le nombre de décès. Et bien sûr, l'examen clinique doit être complet. L'examen de l'abdomen à la recherche de sensibilité, de défense ou de contracture, l'état d'agitation et de conscience, est-ce qu'il y avait un intervalle libre, est-ce qu'il est dyspnéique, polypnéique ou une respiration paradoxale, les signes d'hypovolémie, bradycardie, tachycardie, sueur, l'hypotension, est-ce que le malade présente une hypertension intracrânienne, est-ce qu'il est para ou tétraplégique. Au terme de cette phase, 3 situations sont possibles. Soit le malade, à son arrivée, il est toujours stable, sans réanimation préalable. À ce moment-là, on aura le temps de faire une exploration plus poussée en faisant un body scan pour faire un bilan lésionnel et pour hiérarchiser les traitements. Le patient a bénéficié d'une réanimation efficace et il s'est stabilisé. À ce moment-là aussi, on va faire un body scan avec bilan lésionnel, plus ou moins chirurgie, avec donc une nécessité d'une équipe pluridisciplinaire, et la priorité va donc aux lésions graves dont la chirurgie sera faite en un temps ou en 2 temps. Soit la réanimation malgré tout est inefficace et il faut donc une chirurgie d'angle. Non, je passe. Voilà, en conclusion, on va dire que chez le polytraumatisé, le temps perdu ne se rattrape pas. Jusqu'à 30% des décès des patients traumatisés auraient pu être évités par la meilleure prise en charge sur le lieu d'accident. Que la prise en charge du polytraumatisé complexe, codifiée, pluridisciplinaire. Cependant, 3 bilans lésionnels seront nécessaires. Le premier bilan lésionnel, c'est le diagnostic et les traitements des détresses médicales. Les bilans lésionnels secondaires, c'est les lésions abdominales non hémorragiques, les lésions du périnée, les lésions des organes génitaux, oculaires, etc. Et surtout, ceux qu'on a tendance à oublier, c'est le bilan lésionnel à pronostic fonctionnel, les lésions méniscales, les ligamentaires, les lésions des pieds et des mains, qui sont découvertes malheureusement tardivement et qui sont souvent négligées. Merci.